Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous vous souvenez de l'effondrement du terminal 2E à Roissy en 2004 qui avait fait 4 morts. Et bien 13 ans après, la justice décide de renvoyer en correctionnel Aéroport de Paris et 3 autres sociétés. C'est une information Europe 1. Les détails dans un instant. Les autres titres. Un ancien ministre de François Mitterrand accusé d'agression sexuelle. C'est Pierre Jox. Il nie tout, vous l'entendrez. Opération déminage pour Édouard Philippe. Le Premier ministre attendu à Marseille devant l'Assemblée des départements. Relations tendues en ce moment avec les collectivités. Les devoirs faits au collège et non plus à la maison. L'Éducation nationale lance l'expérience. Ce sera l'enquête du 8h. Et puis les Stones en concert hier à Paris. Nous étions dans la nouvelle salle You Arena. Et donc à 8h15, Virginie Calmels, qui fait équipe avec Laurent Wauquiez pour prendre la présidence des Républicains, sera mon invité à 8h15. On se souvient de cette image impressionnante. Le terminal 2E de Roissy éventré. C'était le 23 mai 2004. 4 morts dans l'effondrement de ce bâtiment pourtant flambant neuf. 13 ans plus tard, la justice a donc décidé de renvoyer en correctionnel l'aéroport de Paris ainsi que 3 autres sociétés. C'est une information Europe 1 que nous révèle ce matin Guillaume Biet. Ce matin-là, ce sont des policiers de la PAF qui, les premiers, remarquent une grande fissure dans le béton au-dessus de la salle d'embarquement. Des morceaux commencent même à tomber. À peine le temps d'évacuer la zone. Quelques minutes plus tard, la voûte en béton du terminal 2E s'effondre sur une trentaine de mètres. Bilan, 4 morts, 4 voyageurs étrangers en transit et 9 blessés. Il a fallu 13 ans d'instruction pour déterminer des responsabilités. Pourtant, dans le dossier, les expertises sont on ne peut plus accablantes. L'ouvrage était très proche de la ruine dès sa construction, écrivent les experts, stupéfaits. Ils estiment que la trop faible résistance de la voûte en béton résulte d'un manque d'attention à tous les niveaux de l'opération, ce qui révèle selon eux un défaut de coordination et de supervision aux conséquences gravissimes. Pour les experts, les responsabilités se situent à tous les stades de l'élaboration de la voûte. C'est pourquoi le juge renvoie en correctionnel à la fois Aéroport de Paris, mais aussi le constructeur et son bureau d'études, et enfin le bureau Veritas qui, dès l'an 2000, avait pointé le problème, mais n'a pas vraiment eu de réponse et ne s'en est pas alarmé. Révélation signée Guillaume Biet. Également dans l'actualité ce matin, un ancien ministre accusé d'agression sexuelle. Pierre Jox, qui fut ministre de François Mitterrand. Aujourd'hui, une jeune femme dénonce une agression lors d'une représentation à l'Opéra Bastille. C'était il y a 7 ans. Celle qui parle s'appelle Ariane Fornia, écrivaine. Elle est aussi la fille d'un autre ancien ministre, Éric Besson. Au journal L'Express, elle dit « Il glisse sa main à l'intérieur de ma cuisse, je lui plante mes ongles dans la main. C'est un combat silencieux. Je ne veux pas être la seule qui se taise par lâcheté. » Nous avons joint ce matin Pierre Jox. Il nie tout. Je suis abasourdi. Oui, je vous dis, moi, j'ai découvert ça comme vous. On m'a appelé hier à l'Express. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est des trucs à dormir debout. Tout ça n'a aucun fondement. Je ne comprends pas. Voilà. Vous vous souvenez de cet opéra, en l'occurrence? Je ne sais pas de lequel elle parle. Je vais assez souvent au concert et à l'opéra. Est-ce que vous comptez intervenir? Je ne sais pas du tout. Vous savez, c'est tellement bizarre comme situation, tellement insolite que je vais réfléchir à ça. J'ai encore abasourdi d'une chose pareille. Voilà, Pierre Jox joint ce matin par Aude Vernuccio. La disparition de la petite Maëlys est peut-être une nouvelle piste. Une capture d'image d'une caméra de surveillance dans la nuit du 26 au 27 août dernier, révélée entre autres par le Dauphiné libéré. Elle montre la voiture du suspect et une forme blanche à la place du passager. Maëlys portait justement une robe blanche la nuit de sa disparition. Mais pour l'heure, le visage du conducteur ne serait pas identifiable. Europe 1, il est 8h04. Où l'on reparle de Lidl ce matin avec un comité d'entreprise très tendu hier à Strasbourg. Vous aviez été nombreux à réagir après l'émission Cash Investigation sur France 2 il y a quelques semaines. Des reportages qui dénonçaient des méthodes de management plutôt violentes. On s'attendait à une prise de conscience pour de meilleures relations entre la direction et ses salariés. Manifestement, c'est le contraire qui est en train de se produire. Reportage Arthur Mbaché. Il y a 3 semaines, il passait un sale quart d'heure face à Élise Lucet sur France 2. Est-ce que c'est du harcèlement? Je n'irai pas plus loin dans le commentaire. En revanche... Vous voulez pas dire si c'est du harcèlement ou pas du harcèlement? Attendez, Madame Lucet. Hier, le co-gérant de Lidl, Denis Marold, était pour la première fois depuis l'enquête face aux salariés du groupe, notamment Fatia Iraki de l'UNSA. Il remet en cause la moralité des journalistes qui ont enquêté.
Il explique qu'il a été coupé au montage, ils sont dans le déni total. Le harcèlement, c'est des cas isolés, les magasins en difficulté, c'est des cas isolés. Et ils veulent monter des salariés les uns contre les autres. Ils font une chasse aux sorcières, ça c'est clair. Les autres syndicats, hier, ont en tout cas soigneusement évité nos micros à l'entrée du siège. Écoutez Tammy Lawari, le secrétaire général d'UNSA Lidl. La direction veut associer le comité d'entreprise dans le lancement d'une procédure au pénal contre les personnes qui auraient transmis des documents confidentiels à des journalistes. Tous les syndicats ont fait savoir qu'ils s'opposaient à cette plainte. Ça, c'est quand même un bon signe. Ce point sera tranché mardi prochain, ici à l'occasion d'un nouveau comité d'entreprise. Strasbourg, Arthur Elbaché, Europe 1. La politique, souvenez-vous, c'était fin septembre, le clash entre le Premier ministre Édouard Philippe et les présidents de région à Orléans. À l'époque, le coup de gueule de Xavier Bertrand. 450 millions d'euros étaient prévus. On dit écoutez, il y aura peut-être 150, dites merci. Non, c'est comme si on devait vous couper le bras, on vous coupe que la main et le gouvernement vous dit dites merci. Ça veut dire aussi très clairement qu'on ne peut plus leur faire confiance. Voilà, relation difficile ces temps-ci entre l'exécutif et les collectivités, et c'est exactement ce que Édouard Philippe veut éviter à tout prix aujourd'hui. Le Premier ministre est attendu à Marseille, devant l'Assemblée des départements cette fois. Là encore, les sujets qui fâchent ne manquent pas, comme l'afflux massif de mineurs étrangers. Aurélie Herbemont. Opération déminage pour Édouard Philippe auprès des départements. Pas question de se les mettre à dos, eux aussi, alors que les régions veulent boycotter la conférence des territoires prévue mi-décembre et que les maires dénoncent les décisions brutales de l'exécutif. Le Premier ministre ne devrait donc pas arriver les mains vides devant les présidents des départements qui l'attendent sur le dossier des mineurs isolés étrangers. La prise en charge des migrants adolescents, 1 milliard d'euros par an, est assumée par les départements qui réclament l'aide de l'État. Ils ont raison, admet Édouard Philippe, on ne peut pas les laisser dans cette situation. Même état d'esprit conciliant pour l'autre dossier brûlant, le RSA, lui aussi géré par les départements. Le gouvernement devrait se montrer à l'écoute de ceux qui ont des difficultés financières, car Matignon l'assure, le Premier ministre a bien entendu les demandes et il ne vient pas avec des mauvaises nouvelles. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Parmi les infos de la nuit, à l'étranger, il y a cette voix entendue aux États-Unis. Le retour sur scène de Barack Obama, l'ex-président, a pris la parole dans des meetings de soutien à des candidats démocrates à des postes de gouverneur. L'occasion pour lui de tacler, sans le citer, son successeur à la Maison-Blanche, Donald Trump. Si pour gagner, vous devez diviser les gens, alors vous ne serez pas capable de gouverner ensuite. Vous ne pourrez pas les unir. Déclaration donc cette nuit de Barack Obama. C'est un cauchemar parfois pour certaines familles, les devoirs à la maison. Et c'est justement pour éviter les tensions entre les parents et leur progéniture que l'Éducation nationale lance un nouveau dispositif, Devoirs faits. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. L'idée, c'est donc de ne plus faire ses devoirs à la maison, mais au collège. Alors ce programme doit être mis en place assez vite, dans 2 semaines, dès le retour des vacances de la Toussaint. Déjà, est-ce que tous les collégiens vont avoir droit à ce dispositif Devoirs faits ? Normalement, oui. Le dispositif doit être proposé dans tous les collèges à partir du 6 novembre. Alors, il pourrait y avoir un petit délai d'1 semaine ou 2, dit-on au ministère, le temps de la mise en place, mais pas plus. Dans beaucoup d'établissements, on en est encore à recruter des jeunes en service civique. Ils vont venir compléter les équipes d'aide aux devoirs. Ils doivent être 10 000 sur toute la France d'ici 15 jours. Et je peux vous dire ce matin que pour l'instant, seulement 5 400 contrats ont été signés. Vous comprenez que le dispositif n'est pas encore complètement ficelé et qu'une grande partie des recrutements va se faire pendant les vacances de la Toussaint. Mais ça va se passer comment concrètement ? Alors, je me suis procuré le prospectus du dispositif envoyé à tous les collèges. On apprend que l'élève s'engage pour l'année. C'est sur la base d'au moins 1 heure par jour, soit le soir après les cours, ou le midi après la cantine, ou encore sur 1 heure de permanence. Sur le papier, ce sont des groupes de 15 élèves aidés par un adulte. Et cet adulte, ce sera soit un professeur, soit un jeune en service civique, ou un bénévole de l'extérieur. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que le chef d'établissement pourra également demander au psychologue du collège, ou même à l'infirmière. Et puis chaque collégien, même un très bon élève, pourra faire ses devoirs au collège. On rappelle donc ce dispositif Devoirs faits. Virginie, il est censé accueillir combien d'élèves par collège ? Alors il reste encore beaucoup d'inconnus alors que les vacances scolaires commencent ce soir. Ça en fait partie. Les établissements que j'ai interrogés tablent sur 20 à 30% de participation. Pas de prévision officielle puisque c'est sur la base du volontariat des élèves. Donc ce sera sans doute très variable en fonction des collèges. Évidemment, si 60 ou 70% des élèves veulent s'inscrire, ce sera sûrement difficile de tous les accueillir en l'état actuel des recrutements. L'enquête du 8h signée ce matin Virginie Salmen. La FIAC, Foire internationale d'art contemporain,
Elle vient d'ouvrir à Paris, se tient jusqu'à dimanche. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos. Alors les Français font grise mine manifestement, les galeristes, d'après ce que j'ai compris. Ils disent que notre pays n'a plus la cote sur le marché mondial de l'art contemporain. Oui, et la chute est même assez spectaculaire. Dans les années 60, la France était encore numéro 1 mondial du marché de l'art. Aujourd'hui, nous ne représentons plus que 5 à 6% des transactions mondiales, loin derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Et la FIAC illustre parfaitement cette perte d'influence. Les galeries françaises, la plupart du temps, sont reléguées au second plan face aux exposants étrangers. Daniel, comment on explique ce décrochage brutal ? Eh bien, le marché de l'art s'est mondialisé. Il est devenu beaucoup plus une affaire de spéculation que de goût, et dans un monde où les artistes doivent adopter les codes du star system pour exister et surtout se vendre, eh bien la France n'a pas voulu ou su jouer ce jeu. On met peu en valeur nos artistes contemporains dans les grands musées français ou dans les galeries parce qu'ils sont de moins en moins des valeurs sûres. Le premier français dans le classement mondial des ventes aux enchères établi par Artprice est le peintre Robert Combas. Il n'est qu'à la 106e place. Ça n'est pas un bon signe évidemment. Et la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s'en est émue récemment. Elle promet de soutenir davantage les artistes français. Ils en ont sûrement besoin. L'éclairage de Daniel Fortin, rédacteur en chef du journal Les Échos. Et puis, c'est juste du rock'n'roll, mais on aime ça. Les Rolling Stones ont joué hier soir dans une toute nouvelle salle, la U Arena de Nanterre, avec un Mick Jagger qui décidément ne fait pas ses 74 ans. 40 000 spectateurs, dont la jeune Chanel Petit. Les premières notes de Satisfaction. Dans la salle pleine à craquer, la fièvre. Premier morceau, Pierre est déjà debout sur son siège, les yeux rivés sur les écrans géants qui s'embrasent, médusé par un Mick Jagger animal qui s'effeuille déjà. Là, je suis un peu au bord de l'arrêt cardiaque, j'avoue. Autour de lui, son père Gérard. Il y a une sorte de communion avec leur musique, avec leur violence, de la pêche qui me passe et que je suis assez preneur. Et son oncle Jean-Pierre. C'est une sorte de communion familiale, c'est presque une religion. Les classiques s'enchaînent, Painted Black, Jumping Jack Flash, Start Me Up. 2 heures de show qui s'achèvent par un feu d'artifice. J'ai pleuré de joie, j'ai pleuré d'émotion, je repars avec un grand sourire et les larmes aux yeux. Ils ont l'agnac les vieux, je peux vous dire. Fantastique, fantastique. Pour leur âge, absolument fantastique. Certains les reverront mercredi ou même dès dimanche, les 2 autres dates des Stones à Nanterre. Chanel Petit, puis du football, la Ligue Europa, des victoires françaises hier soir. Lyon l'emporte à Everton 2-1. 2-1 aussi pour Marseille au Vélodrome face aux Portugais de Vitória Guimarães. De quoi se donner un petit peu de confiance. Il en faudra beaucoup un dimanche face au PSG, le Classico dans le championnat de France. Merci à vous Jean-Philippe Ballas. Europe.